à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux politiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe, clivant, qui nourrit de nombreux fantasmes, l'immigration. Le pape François vient nourrir ce débat. On l'a entendu au début du mois de décembre lors de son voyage en Grèce, à l'île de Lesbos, avec sa supplication d'arrêter ce naufrage de civilisation en parlant de la situation des migrants refoulés aux frontières de l'Europe. 5 élus de terrain et de tous bords politiques sont avec nous pour débattre ce soir. Bonsoir à vous. Cette fois-ci, nous accueillons Lamia El Harraj du Parti socialiste. Vous êtes députée de Paris. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Lou Baumier, vous soutenez Éric Zemmour et vous êtes maire de Gurgy-le-Château en Côte d'Or. Bonsoir. Thomas Rudigoz de La République En Marche, vous êtes député du Rhône. Bonsoir. Soisic Perrault, des Républicains, vous êtes vice-présidente du conseil départemental du Morbihan. C'est ça. Bonsoir. Et Alexandra Beljoudi, de Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseillère départementale du Calvados. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai envie de vous entendre sur les propos du pape. Quand il dit cette phrase, on oppose de façon idéologique solidarité et sécurité, il faut partir de la réalité. Qu'en pensez-vous ? Qui veut réagir ? Moi, je comprends le pape dans son affirmation et dans ses convictions, que je peux partager en grande partie. Mais, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, le pape n'a pas de frontières, même s'il a un État, l'État pontifical, dont il est le souverain, mais il n'a pas de frontières à gérer. Et la grande difficulté qu'on a quand on est en responsabilité, je pense que ça concerne tous les responsables politiques de tous bords et de tout pays, c'est face à cette pression migratoire, face à ces flux migratoires qui s'expliquent, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir pour différentes raisons. C'est des raisons des fois économiques, c'est des raisons de guerre, c'est des raisons des fois également climatiques. Mais on a ce constat, on a cette situation qui arrive à nos frontières, qui rentre dans nos pays, qui par différentes, si je parle de la France, par différentes frontières, qui des fois touchent encore plus d'autres pays, qui sont aux frontières de l'Europe, sur la Méditerranée. Vous avez parlé de la Grèce, ça peut être aussi l'Italie, l'Espagne. Et ensuite, il faut gérer ces flux migratoires. Donc il faut avoir cette solidarité, il faut avoir cette compassion, il faut avoir cette fraternité même, j'ai envie de dire. Mais il faut aussi savoir gérer après la sécurité intérieure, et plus que la sécurité intérieure, d'ailleurs, je trouve le terme n'est pas obligatoirement très approprié, mais l'équilibre intérieur de notre pays, dans une population qui n'a pas tous la même perception de l'accueil de la personne qui arrive de l'extérieur. On est le pays des droits de l'homme. Évidemment, il y a des situations qui sont humainement inacceptables. Et il y a des profiteurs de ces situations inacceptables. Alors, il y a différents types d'immigration. Il y a différents types d'immigration. L'immigration pour le travail, l'immigration de personnes qui demandent le droit d'asile. Effectivement, il y a une forme... comment est-ce qu'on peut accepter dans la société d'aujourd'hui ces situations qui sont humainement inacceptables, ces sociétés aujourd'hui, cette société, ou même dans nos communes, on le voit, où on n'intègre plus, on crée le rejet. Et donc, je crois que sur ce sujet, et je le dis avec Valérie Pécresse, notre candidate Valérie Pécresse, qui a un projet très fort sur l'immigration, il y a une forme de lâcheté politique. Il y a une forme de lâcheté politique, et se laisser faire ne crée que ces situations humainement inacceptables. Lamia El Harraj ? Moi, je rebondis peut-être sur un prisme un peu différent. C'est-à-dire que ce qui est évoqué là, à mon sens, c'est que on fait souvent une corrélation entre l'immigration et les enjeux de sécurité, alors même que statistiquement, ce n'est absolument pas des choses qui sont étayées. Aujourd'hui, l'immigration, elle vient nourrir un besoin de main-d'œuvre, ça c'est une réalité. L'immigration, elle est aussi liée à une tradition d'accueil de populations estudiantines étrangères, ça aussi c'est une grande part de l'immigration. Elle vient aussi dans le cadre de regroupements familiaux, mais il n'y a pas de corrélation directe qui est établie avec les questions de sécurité. Or, dans le débat public tel qu'il existe aujourd'hui et tel que les haines sont attisées, les peurs sont attisées dans le débat public et politique aujourd'hui, en s'appuyant sur une corrélation établie entre la sécurité et l'immigration. Or, ce ne sont absolument pas des sujets qui sont en lien. Et donc, je crois que là-dessus, il faut beaucoup de prudence, au-delà de l'enjeu d'humanité qui est absolument nécessaire. À quel moment est-ce qu'on a pu se résoudre à laisser des gens mourir en Méditerranée ? À quel moment on a pu se résoudre à laisser des gens mourir en traversant à Calais pour aller rejoindre le Royaume-Uni ? Ça, c'est une question, je crois, que notre pays, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, doit se poser de façon très étayée. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à plus protéger nos frontières que les vies humaines ? Et effectivement, c'est bien regrettable
d'être dans un débat public qui oppose la sécurité et la solidarité. On est dans des situations dénuées de tout humanisme. Et aujourd'hui, qui est le plus en danger ? Ceux qui traversent en pleine mer ou nous-mêmes qui refusons, ou pas assez en tout cas, d'accueillir les migrants ? Lou Baumier, les propos du pape ? Évidemment, les propos, ils interpellent, ils font réfléchir, c'est évident. Je crois qu'on peut tous dire, à partir du moment où il y a du respect et de l'attention. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un sujet réel qui est celui de savoir est-ce que nos institutions sont respectées. Parce que de chaque côté des frontières, que l'on soit du côté des gens qui partent, enfin du côté des pays de départ ou du côté des pays d'accueil, les institutions sont mises à mal par ces grands mouvements de population qui sont plus simplement des mouvements marginaux de personnes persécutées pour telle ou telle prise de position politique, mais qui sont générés et liés à des grands déséquilibres, ce soit climatiques, économiques, ça peut être des conflits armés. Et aujourd'hui, il y a un effondrement en fait des institutions de part et d'autre de la frontière, à la fois du côté des pays de départ et à la fois du côté des pays d'accueil, parce qu'aujourd'hui on voit bien que nos institutions en France sont soumises à une pression très dure, que ce soit en termes de sécurité sociale, que ce soit en termes sécuritaires, que ce soit en termes scolaires. Et l'immigration aujourd'hui, par l'ampleur qu'elle prend, provoque de graves déséquilibres. Et pour faire le lien avec le statut ou plutôt l'expérience d'élu local, moi je vis à quelques kilomètres de Dijon, et l'année dernière, en 2020, on a assisté de manière complètement sidérée à une expédition punitive de la communauté tchétchène contre la communauté maghrébine. Et la France a été complètement sidérée. Et ce conflit, il a trouvé sa résolution grâce à l'imam de Quetigny, et qu'il faut remercier clairement parce qu'il a joué les intermédiaires. Mais en même temps, les Français ont pu constater l'échec de leurs institutions policières et judiciaires à résoudre ce type de conflit. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'on est dans un pays où, puisqu'on n'arrive plus à intégrer, la machine à assimiler, en fait, ne fonctionne plus. Eh bien, on se retrouve à communauté contre communauté. Et comme le disait Gérard Collomb, le risque, c'est que précisément, on sent bien qu'on a un stade de bascule où les gens, précisément parce que les institutions ne sont plus en état de fonctionner régulièrement, ou du moins comme elles fonctionnaient jusqu'alors, eh bien, les gens se recroquevillent sur leur communauté et on se parle par l'intermédiaire de ces communautés. Alors, avant de partir sur le sujet de l'assimilation dont on reparlera dans cette émission, moi je voudrais vous entendre sur un des grands termes qu'emploie le candidat que vous soutenez, Éric Zemmour, qui parle souvent de grands remplacements. On l'a beaucoup entendu ces derniers mois dans les médias. De quoi s'agit-il ? En quelques mots. Très rapidement. D'abord, le grand remplacement, c'est comme quand certains autres candidats parlent de décroissance. C'est d'abord et avant tout un mot qui fait réfléchir. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un constat. Alors, je sais qu'il a été connoté parce que certaines personnes, on va dire, liées à des milieux complotistes, etc., l'ont utilisé. Je ne le nie pas. Mais je crois fondamentalement qu'il désigne une réalité qui est double. D'un côté, l'ampleur qu'a pris le phénomène migratoire, et de l'autre, l'incapacité de nos institutions à assimiler les personnes qui arrivent sur notre territoire et à prendre en charge. Voilà. Et on a une faillite un peu institutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, sécurité sociale, école, sécurité. Alors tout ça, ce sont des conséquences, mais on voit bien qu'on est aux limites en termes de capacité. Alors moi, je voudrais vous entendre là sur le terme de grand remplacement. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez acceptable d'entendre, La Lumière et la Rage, par exemple ? Je voudrais juste quand même réagir sur une première chose. On parle de communautés qui s'affrontent et que la France a regardé de façon sidérée. Je veux dire, on parle d'individus qui, dans la plupart des cas, sont français. L'immigration aujourd'hui, il faut remettre des chiffres en fait derrière tous ces fantasmes. C'est 6,8 personnes issues de l'immigration, dont 2 millions à peu près, 2,3 millions, sont des gens qui sont français. Donc on a à peu près 4,5 millions de personnes qui sont étrangères et qui vivent en France en situation tout à fait régulière. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on raconte en fait quand on parle de la question du grand remplacement. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Vous ne le voyez pas dans votre arrondissement ? C'est le 20e arrondissement de Paris ? Le 20e arrondissement de Paris, je crois que c'est un exemple absolument parfait, entre guillemets, de ce que peut être la vie en communauté. Moi je connais qu'une seule communauté, c'est celle de la République. Dans le 20e arrondissement, vous avez 120 nationalités différentes qui se sont côtoyées, qui ont
permis de vivre ensemble dans une ambiance très particulière, avec des gens qui se respectent, avec des cultures différentes qui se côtoient, avec des enfants qui ont appris à grandir ensemble et où il n'y a absolument aucun sujet. Je ne veux pas du tout être naïve en disant ça. Oui, parce qu'il y a quelques arrondissements, il y a d'autres sujets. Il y a des... citez-moi un. Dans le 18e, c'est quoi les problématiques dans le 18e? Là, on parle de migration illégale, avec des personnes migrantes qui sont arrivées dans le cadre d'une crise, qui est la crise des réfugiés qu'on a toutes et tous connue, avec des situations qui sont extrêmement particulières. On ne peut pas faire d'un cas particulier une situation générale. Donc je crois que là-dessus, la seule chose que j'essaye de dire, c'est qu'il faut pondérer en fait ce qu'on dit et surtout l'étayer avec des données argumentées et chiffrées. Aujourd'hui, on a plus de lois qui permettent d'avoir un cadre. Alors il y a beaucoup d'IACA-Foucault ou de visions très angéliques finalement. À un moment donné, un pays qui n'intègre plus, qui ne réussit plus son immigration. Aujourd'hui, on a 96% des déboutés du droit d'asile et je sais dans ma commune, on a un CADA, un centre d'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, il faut plus de 12 mois pour avoir... pour qu'on statue sur le droit d'asile, 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés. Donc ces personnes qui demandent le droit d'asile qui ne sont pas en situation difficile ou en situation urgente. Donc c'est là le vrai sujet. Alors il y a différents types d'immigration. Alors quand on dit il ne se passe rien, il n'y a pas de problème avec l'immigration, ce qui est peut-être là il y a un vrai sujet. Vous comme élu de terrain, vous voyez... Mais évidemment, nous par exemple, département, on gère la question des mineurs non accompagnés. On est passé de... Alors aujourd'hui, les mineurs non accompagnés, c'est environ... Sur le territoire français, c'est 40 000 mineurs non accompagnés. On se rend compte que ces mineurs non accompagnés, en fait, finalement, ils n'ont rien de mineurs isolés. Parce que, voilà, ils profitent à des réseaux de passeurs qui sont parfaitement organisés de drogue, de prostitution. Ils sont victimes de réseaux de passeurs. Aujourd'hui, certains, même dans notre pays, parce que c'est les lois Taubira aussi qui ont permis ces situations, et qui, en fait, finalement, sous couvert d'un État qui ferme les yeux et qui remet sur les collectivités territoriales des problèmes que l'État n'est incapable de résoudre. Donc ces situations de mineurs non accompagnés, on a des mineurs qui refusent les tests osseux. Refuser le test osseux, on les considère quand même comme mineurs. Moi je trouve, et c'est ce que propose justement la candidate que nous soutenons tous maintenant, Valérie Pécresse, d'avoir une grande loi constitutionnelle qui va permettre de cadrer, parce que les IACA-Faucon, ça emmène forcément... à la difficulté, à ces situations de rejet. Il y a plusieurs types d'immigration, on l'a dit. Moi, je crois, et c'est très clairement qu'à un moment donné, l'immigration, il y a aussi des problèmes, des difficultés dans nos territoires. On le voit au quotidien. Oui, moi j'ai entendu le représentant du candidat Zemmour s'exprimer. Il a fait preuve de modération et je l'en remercie. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup plus quand j'entends Éric Zemmour lui-même parler de ce grand remplacement, parce qu'il n'a aucune ambiguïté dans ce qu'il dit. Il essaye d'effrayer une grande partie de nos concitoyens qui peuvent vivre des fois dans certaines villes essentiellement un sentiment des fois d'avoir une immigration qui pourrait paraître mal contrôlée et qui serait trop forte, trop nombreuse, etc. Mais là, on agite véritablement des fantasmes. La France est diverse, elle s'est diversifiée au fil des siècles. Elle a toujours été une grande terre d'accueil. Elle a évolué dans les populations accueillies depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et maintenant, il y a des Français, comme l'a dit ma collègue, des Français qui sont d'origine, peut-être, qui viennent d'Afrique, du Maghreb, de Chine, d'Asie, mais qui sont maintenant Français pour une grande partie ou qui sont amenés à l'être. Et ces Français-là, ils vont rester dans notre pays. Et ils auront des enfants. Et ces enfants seront des citoyens français. Et il faut l'admettre. Et même si ça ne plaît pas à certains, c'est comme cela. Il y a un grand nombre, mais ça c'est pour l'immigration choisie. C'est ce que j'ai bien sûr voulu dire. Et cette histoire de grand remplacement pour dire que les Français d'origine catholique, un peu pour reprendre ce terme anglo-saxon WASP, alors il ne s'applique pas à nous parce que c'était pour des protestants, mais nous sommes plutôt à la rigueur, on va dire, dans une certaine tradition catholique, même si les choses ont évolué avec le temps, mais on a une tradition catholique dans ce pays, mais pas que. Bien sûr, il y a les protestants, bien sûr, il y a les musulmans, et il y a aussi nos amis juifs. Et donc, il faut l'accepter, il faut faire avec cela, et si ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ne pas faire croire aux Français qu'il y a un grand remplacement qui va arriver et qu'on va se sentir envahi par je ne sais quoi et je ne sais qui. Je trouve ça effectivement extrêmement regrettable de
comme ça qu'il y a un peu ce réflexe d'associer immigration à problème, immigration à délinquance, etc. Tout de suite, c'est ça qui en sort. Il y a effectivement un grand fantasme qui est entretenu. L'immigration est en masse, on n'a pas de contrôle sur notre politique migratoire, l'immigration coûte cher. Et effectivement, on est content d'avoir plusieurs rapports et plusieurs études qui permettent de s'éloigner de ces fantasmes-là et de remettre les choses à leur place. On a effectivement, dans une définition large de ce qu'est l'immigration, la France se situe à 13% de population immigrée. Bon. Et on est en 16e, je crois 16e en position dans l'Union européenne. Voilà. À l'inverse, moi je trouve ça rigolo de remettre en miroir, dans la part de population, il y a 4% des Français qui vivent à l'étranger. Donc dans la part de population, finalement, on en a plus, on en fabrique plus nous à l'extérieur. Donc c'est rigolo de le voir comme ça aussi. Là, et au-delà d'un il faut, de l'injonction de il faut qu'on vive ensemble, etc., mettons-le en œuvre aussi très concrètement. Il y a aussi toute cette dimension des migrants, des personnes qui sont une partie des migrants, des personnes qui migrent d'un pays à l'autre et qui sont en situation illégale. Voilà. Et là, on met un zoom aussi, 600 000. Voilà, 600 000 en France, c'est le chiffre. On reviendra effectivement sur le département, sur les questions de... Nous, dans nos départements, une de nos compétences, c'est quand même la protection de l'enfance. Je fais une petite parenthèse. Il y a quand même la présomption de minorité. Il y a aussi doit primer, me semble-t-il, doit primer la protection de l'enfance. Dans les départements, on a en charge la détermination de la minorité. C'est assez hétérogène dans les moyens et les conditions d'évaluation de la minorité. Je trouve ça regrettable qu'il y ait une telle hétérogénéité des moyens d'évaluation et que ne prime pas la présomption de minorité. On a quand même des situations de mineurs, d'accord, d'enfants, parce qu'ils sont MNA, mineurs non accompagnés, ça reste des mineurs isolés en danger. Et aujourd'hui, posons-nous réellement la question, quelle est la qualité de notre politique d'accueil de ces personnes, des migrants en général, et particulièrement dans le département, en qualité d'élus locaux, on a ça à cœur, et c'est un véritable enjeu. Pourquoi ce sont que des garçons, ces mineurs non accompagnés ? Pourquoi ce sont que des garçons, ces mineurs non accompagnés ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux de passeurs qui profitent. Ce sont des nouvelles filières d'immigration clandestine. Mais attention de ne pas parler de choses Non, mais c'est un sujet qu'on traite au quotidien. On travaille avec des associations localement qui, nous, dans le département, on encadre ces jeunes. Une fois qu'on a identifié s'ils étaient effectivement des réels mineurs, on encadre ces jeunes, on les voit réussir, on les encourage avec les associations qu'on a sur le terrain. Bien entendu, je suis la première à aider des jeunes qui ont envie de s'intégrer. Mais aujourd'hui, le problème de la France, on ne peut pas. Alors, moi, j'aime pas le terme de grand remplacement parce que, effectivement, c'est des mots qui font peur et c'est des mots. Disons les choses qui font réfléchir. Des mots qui ont. C'est comme la décroissance. Il faut mettre ça au. C'est des mots qui sont là pour agiter et pour faire peur. Qui permettent d'aiguiser un peu la réflexion. Mais moi, je veux. Pourquoi est-ce un problème, Soisy ? Pourquoi est-ce un problème ? Pourquoi parlons-nous en termes de Parce que, par exemple, dans une école publique, quand dans une classe. J'étais adjointe à l'éducation. Quand dans une classe, on n'a plus d'enfants, on a des taux d'enfants qui ne parlent pas français. Donc, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est parent et qu'on a un enfant dans cette classe, le professeur des écoles va passer forcément plus de temps avec ses enfants qui sont allophones. Donc forcément, au détriment du reste de la classe. Qu'est-ce qui se passe ? Les parents, l'année suivante, ils inscrivent leur enfant dans une autre école. Et je vois que dans certaines écoles, on a ghettoisé certaines écoles. On a des quartiers, et y compris moi, dans une ville moyenne, rurale. Alors nous, on a besoin de l'immigration. On a besoin de l'immigration qui est choisie par métier. Nous, on a des métiers dans l'agroalimentaire, par exemple, ou nos médecins qui sont à l'hôpital, qui sont des gens, et c'est ce qu'il faut pour demain. Il faut absolument qu'on pose. Soisy, excusez-moi, mais en fait, ce que vous dites est totalement paradoxal. Tout d'abord, en tant qu'élu local, justement. Oui. Moi, je suis élue à Paris. Oui. Vous savez aussi bien que moi que la question de l'immigration, elle ne se pose pas par problème, elle se pose par la question de l'intégration. Et là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire l'accès au logement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à la culture, de façon à accueillir de façon correcte les gens qui choisissent la France. Oui. Deuxième sujet, vous parlez de la question de l'immigration par secteur, en fait, de ce que je comprends. Oui. Mais ça existe déjà. Puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes étranger et que vous souhaitez pouvoir travailler en France, déjà, vous devez attendre 6 mois. Une fois ces 6 mois révolus, vous devez demander une attestation à la préfecture qui vous permet de pouvoir travailler. Et là-dessus, c'est une richesse. Vous l'avez évoqué, la question des médecins. La question des médecins, aujourd'hui, ça va être un énorme problème. On a une fuite massive de médecins au sein du service public hospitalier. On en
parle régulièrement pour le coup à l'Assemblée nationale, et où sur la crise Covid, on a régularisé, on a accueilli, on a mis sous contrat un certain nombre de médecins étrangers. On ne contrôle plus le nombre. On n'a pas suffisamment de médecins. Sur d'autres secteurs, il y a eu un super article qui a été fait dans Les Échos que je me permettrai de vous partager, justement sur les filières sous tension. On a des filières aujourd'hui qui sont sous tension à cause d'un manque de main-d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de main-d'œuvre ? Parce que Gérald Darmanin, dans le cadre de sa politique intérieure, a donné un certain nombre de consignes sur la régularisation et l'octroi de titres de séjour vis-à-vis d'un certain nombre d'étrangers qui demandent à pouvoir travailler en France. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça génère dans la restauration, par exemple, un manque de main-d'œuvre qui est criant. Quand vous regardez certains métiers, aujourd'hui, dans la restauration, ils sont en train de remettre les gens au chômage parce que, à cause de dans la restauration, c'est pas approprié l'argument aujourd'hui. Alors, je vous invite, ils sont en train de remettre les gens au chômage parce qu'à cause de la peur de l'épidémie. Dans certains restaurants, et vous allez voir, la plupart des restaurateurs, ou même sur les marchés, on vous dit nous n'arrivons pas à recruter. C'était non, je vous parle de maintenant, je ne parle pas de la crise. Il y a différents types d'immigration. Ceci dit, c'est très bien d'avoir le temps de développer et d'avoir une émission qui permette de revenir. Comme vous dites, il y a des rapports qui permettent aujourd'hui d'étayer à la fois des chiffres budgétaires et de quantifier des phénomènes. Pas plus tard que mardi dernier, le parquet de Paris a fait connaître une expérimentation concernant les mineurs non accompagnés et a dévoilé donc ses premiers chiffres. Et donc sur 154 de tête, ça doit être c'est l'ordre de grandeur, sur 154 mineurs qui ont sur lesquels un certain nombre de vérifications ont été faites, il s'avère que 141 d'entre eux n'étaient pas mineurs. C'est une réalité. Donc, je suis tout à fait conscient. Et la présomption de minorité et le fait que les mineurs et que ces jeunes-là soient en danger, etc. Mais notre droit, il doit être respecté de la même manière qu'on doit se respecter les uns les autres. Et si on n'arrive pas à faire respecter la loi et les règles qu'on se donne pour vivre ensemble, alors ça va partir. Mais on ne maîtrisera plus rien. Aujourd'hui, l'argument, il est qu'il faut arrêter. Il faut revenir sur cette présomption de minorité et en tous les cas exiger des éléments beaucoup plus probants lors de l'accueil de ces jeunes-là, parce que sinon on fait le lit de toutes ces filières de passeurs qui exploitent la misère humaine. Je pense qu'il ne faut pas être naïf sur certaines filières. Vous en avez parlé à un moment donné, organisées, de crimes organisés, sur lesquels il faut être intraitable. Et c'est la volonté, on parlait de Gérald Darmanin, c'est sa volonté de briser ces filières-là. C'est pas si simple que ça. Il faut aussi des coopérations internationales, notamment européennes, parce que souvent il faut remonter au pays d'origine, en Europe ou en Afrique ou dans d'autres pays. Donc là, il y a tout un travail international à mener, qu'on essaye de mener au mieux, si tant est qu'en face, nous ayons des interlocuteurs qui veulent bien être coopératifs. Donc il y a effectivement ces filières-là et on se retrouve des fois, surtout dans des grandes villes, je pense à Lyon, pour parler régulièrement avec les forces de l'ordre, qui sont des fois démunis face à des réseaux de jeunes qui font du vol à la tire et qui ressortent tout de suite parce qu'ils ont la présomption de minorité. Et effectivement, il faut mieux pouvoir contrôler, ce qui n'est pas simple, parce que effectivement, les tests osseux, on a vu souvent les défaillances. Ils ont moins de 14 ans, du coup, c'est pas juste. On essaye de... Oui, ils peuvent pouvoir dire qu'ils ont moins de 14 ans alors qu'ils en ont 16. C'est pas que la présomption de minorité, vous avez raison. Donc il faut aussi qu'on puisse relever des fois leurs empreintes digitales, ce qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs avec la loi sécurité intérieure. Donc on va pouvoir, pour préciser, on va pouvoir il a pas une trop idéologique. Mais on va forcer des mineurs à prendre leurs empreintes digitales. Il faut quand même préciser exactement ce que c'est. On va, s'il y a des faits graves, s'il y a des infractions graves, on va forcer des mineurs à pouvoir prélever les empreintes digitales. On va le faire, effectivement. Ça induit derrière en termes de gestes. On l'assume. Par contre, je tiens juste à préciser juste une chose, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ces MNA, tous ces jeunes mineurs non accompagnés, sur le même registre. Moi, j'ai des cas de jeunes qui sont en situation d'apprentissage dans des écoles de production à Gorge-de-Loup, qui est un des quartiers de ma circonscription. Et j'ai été saisi par le directeur sur un jeune Guinéen qui force l'admiration de tous ses professeurs, des industriels pour qui il travaille, et que malheureusement n'arrive pas pour l'instant à régulariser. Exactement. Et parlons plutôt de la politique d'accueil et d'accompagnement de l'intégration, de l'immigration qui s'intègre. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on a énormément de jeunes, et en tant que professeur de lycée professionnel, je côtoie ces jeunes qui réussissent et qui s'intègrent parfaitement dans la République française. Et ça, c'est la chance de notre pays. C'est une chance d'avoir des gens qui... Alors, on a entendu l'immigration zéro. Alors, pour moi, c'est de la démagogie. On doit... Pour moi, ce qu'il faut faire aussi, c'est voter chaque année à l'Assemblée nationale des quotas
migratoire pour dire cette année on accueille par exemple 120 000 migrants et c'est voté chaque année avec des conditions d'accueil, d'apprendre le français, d'avoir des conditions par métier. Vous parlez d'intégration ? Oui, par regroupement familial, par étude. Alors reprenons ce débat national intégration, assimilation. Non, c'est plus contrôlé aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles du jeu et des jeunes qui veulent réussir. Moi, j'en côtoie. Donc en gros, faisons appliquer la loi. J'en côtoie dans ma vie qui me demandent de les aider dans leur démarche parce qu'il n'y a plus de règles du jeu. On ne peut plus. Alors, moi, je voudrais revenir au niveau national. Il y a ce débat intégration, assimilation. Vous, quel est le terme que vous choisissez chacun là autour? Alexandra Beljoudi. Inclusion. Inclusion. Vous en avez rajouté un troisième. Vous. Oui, c'est ça. Moi, j'ai bien le terme d'inclusion. L'idée, c'est de pouvoir effectivement accueillir la personne avec toute sa culture et qu'elle puisse venir rencontrer aussi la culture française et qu'il y ait c'est un peu en face à 1 + 1 est égal 3. Et voilà, qu'on puisse ne pas gommer les spécificités culturelles, etc. Mais pouvoir s'enrichir mutuellement, que je retrouve assez dans le terme d'inclusion. On reviendra sur ce terme, mais les autres, intégration, assimilation, parce que pour moi, 1 + 1 égale 2. 1 + 1 égale 2. Et je pense qu'à l'école de la République, c'est ce qu'on doit apprendre. Et en effet, quand on disait tout à l'heure les difficultés que pose l'immigration sur nos institutions scolaires, on sait bien que dans un certain nombre de villes, on a des difficultés à transmettre certains savoirs et aussi des valeurs qui vont avec, les valeurs de la République. Et on parlait tout à l'heure du 18e, du 20e. On peut aussi citer la Courneuve, Aubervilliers, où on a des mairies dans lesquelles aujourd'hui près de 70% des jeunes sont issus de parents non européens, enfin de ressortissants non européens. Donc ça met une très forte pression. Donc tout ça pour dire, et je complète un peu ce que disait ma voisine, c'est qu'en réalité ça met une pression colossale sur les institutions scolaires qui n'arrivent plus à transmettre. Et il est là la difficulté. Même des villes, et aujourd'hui des villes de régions qui étaient relativement éloignées de ce centre francilien et des difficultés que connaissait l'Île-de-France, sont aujourd'hui sujettes à ces mouvements-là. C'est quoi l'assimilation? C'est quoi la recette de l'assimilation? C'est d'abord et avant tout le scolaire, c'est d'abord et avant tout la méritocratie. C'est important, c'est aussi l'emploi. Quand on regarde l'emploi, ça c'est l'intégration. Quand on regarde l'emploi, c'est quoi le rapport entre la méritocratie et l'intégration? Mais c'est tout simplement qu'il faut sortir des discours où parce que vous appartenez à une minorité, et ça c'est un discours très fort que la France a toujours eu. Et aujourd'hui, sur lequel on renonce progressivement, parce qu'on appartient à telle ou telle minorité, vous serez dans telle ou telle filière avec discrimination positive, quotas, parité, etc. Mais ça n'existe pas, ça, monsieur, vous le savez. Ça, c'est un fantasme que vous inventez. Ce n'est pas un fantasme. Mais ça n'existe pas dans l'école de la République aujourd'hui. Vous faites une filière en fonction de votre orientation, en fonction de vos capacités. À Sciences Po, vous avez des filières dérogatoires, etc. Bien sûr, c'est pour certains quartiers, en fait. C'est des REP+, c'est pour certaines écoles. Par exemple, dans le centre de Paris, nous, on a des écoles qui sont des écoles en REP+, ça permet d'avoir des moyens supplémentaires pour mieux faire apprendre aux enfants et mieux les accompagner. Ça n'a rien à voir à quelconque origine ethnique. C'est vrai, et c'est vrai. D'ailleurs, en zone rurale, un certain nombre d'écoles n'ont pas les moyens qu'on a en zone REP. Bien sûr. C'est pour ça que les REP ont été étendus sous le quinquennat Hollande. Et certaines zones rurales aujourd'hui font partie des REP et justement peuvent intégrer des filières d'excellence comme Sciences Po grâce à cette discrimination positive. Le dispositif ont été un peu étendus, mais aujourd'hui, il y a un très très grand retard sur les institutions scolaires en zone rurale où les jeunes décrochent et ont le sentiment de décrocher de manière beaucoup plus importante. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec l'immigration, on est d'accord là. Non, parce mais que là, vous déviez complètement, en fait. Absolument. Alors, intégration, je pense. Intégration, parce que l'intégration, ça veut dire, moi je suis aussi, quand on a la volonté d'intégrer un pays, ça veut dire d'aimer un pays. Par exemple, quand je vois par exemple un pays comme le Canada ou les États-Unis, où il y a des règles qui sont très claires, qui sont connues, et quand les règles de jeu sont connues, on a envie de venir dans un pays pour y travailler, pour y retrouver peut-être sa famille, pour y étudier. Et c'est là où on doit intégrer avec, par exemple, des heures de français. Donc cours de français, ça c'est pour l'intégration selon vous? Des cours de français, on parle aussi de l'école. Alors évidemment, on doit aider sur le chemin, sur son chemin, ces personnes qui ont envie de s'intégrer. Mais moi, je crois à l'intégration. Mais c'est quoi la recette de l'intégration? Thomas Rudigos, par exemple? Des règles. L'intégration, c'est la recette. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est vrai qu'il faut donner des moyens. Et des moyens. Aussi, l'enjeu qu'on a nous dans une gestion d'un pays, c'est de trouver des moyens financiers pour pouvoir permettre, comme vous dites, effectivement, l'apprentissage de la langue. On le voit que parfois, on n'arrive pas à apprendre toutes les personnes. Quelles sont vos propositions, vous?
Les propositions qu'on a, pour l'instant, on n'est pas encore dans la phase de proposition, comme vous le savez, puisque nous n'avons pas encore lancé notre campagne. Mais par contre, non, vous parliez d'intégration ou d'assimilation. Je suis contre l'assimilation parce que c'est un renoncement à sa culture d'origine. Et je pense que ce qui fait, encore une fois, la force de notre pays, c'est justement d'avoir su réussir un brassage de population avec, par contre, une règle, c'est le respect de la République et de ses valeurs. C'est construite sur l'assimilation. C'est le respect de la République et de ses valeurs. N'est pas du tout, par contre, de devoir rentrer dans une case qui serait de dire, voilà, on est plutôt du côté des Français de souche, des Gaulois, comme certains aimeraient le dire, alors que certains viennent d'autres cultures, d'autres religions, et qu'il faut respecter. Et c'est moi ce que j'aime aller dans mon pays, dans ma ville, c'est d'aller rencontrer les représentants du culte musulman, les représentants du culte juif et les représentants des cultes chrétiens. Et dans l'assimilation, on sent bien que derrière, il y a ce renoncement à ses origines et à sa culture d'origine. Et ça, pour moi, c'est assez dangereux et assez grave. Il faut être clair, la France s'est construite sur l'assimilation. L'assimilation, c'est ce qu'on a imposé à toutes les communautés, mais aussi à tous les particularismes régionaux. Les Alsaciens, les Basques, ils ont gardé certaines particularités. Enfin, les Bretons, on a gardé des particularités. J'arrive précisément sur le sujet, par exemple, des Bretons, où au mois de juin dernier, Jean-Michel Blanquer défendait précisément l'assimilation en interdisant la transcription des prénoms bretons à l'état civil. C'est vrai. Donc il faut être clair, la République s'est construite sur l'assimilation. Et qu'aujourd'hui, l'assimilation, c'est un certain nombre de valeurs. C'est à la fois c'est la conception traditionnelle de la nation française. C'est à la fois assumer une histoire qui n'a pas forcément été la nôtre et assumer un choix qui est le choix d'un projet commun, en l'occurrence d'un projet républicain et d'un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui font le vivre ensemble. Que ces valeurs, ça soit l'égalité homme-femme, y compris dans tous les espaces publics, en particulier dans les bars où aujourd'hui dans un certain nombre de villes, les femmes ne sont plus admises, que ce soit l'absence du port du voile intégral dans toutes les ou du voile tout court d'ailleurs dans toutes les institutions publiques. Et donc tout ça, ce sont des valeurs aujourd'hui. C'est aussi, on a parlé de la laïcité. Donc la question de la laïcité, c'est pas simplement d'aller voir et d'aller rendre visite aux communautés catholiques, juives ou musulmanes par curiosité. Mais l'assimilation, c'est de dire à chacun, en France, on vit sa foi de manière individuelle. Est-ce que ça veut dire que la foi et les valeurs religieuses ne sont pas quelque chose qu'on impose dans le champ collectif. Ça veut dire que ça existe déjà, monsieur, ça s'appelle la laïcité, c'est la loi de 1905, exactement, mais la séparation de l'Église et de l'État. C'est tous les renoncements à cette... Aujourd'hui, si les gens... Il y a beaucoup de contre-vérités qui sont énoncées. Aujourd'hui, ce sont ces renoncements par rapport à la laïcité qu'on défend. Alors, Lamia Larrache et après Soisy. Lamia, Soisy, qu'on a deux prénoms qui ont des consonances, pour moi, bretonnes. Oui, vous allez sur le terrain des prénoms. Et voilà, le terrain des prénoms, parce que ça a été finalement caricatural. Et moi, c'est ce que j'ai entendu sur le terrain. Finalement, ça veut dire que l'assimilation, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir notre identité, ça veut dire qu'on doit tout effacer. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette conception de mon pays. Je voudrais entendre Lamia Larrache, parce qu'elle n'a pas parlé sur assimilation et intégration. Je crois qu'on ne peut parler que d'intégration. L'intégration, c'est comment est-ce qu'on construit un projet commun autour de la République. Des gens qui font le choix d'un parcours migratoire. Et un parcours migratoire, il faut le rappeler, semé d'embûches. Moi, je vais vous poser une question. Je crois que peut-être certains d'entre vous sont parents, vous avez des enfants. Est-ce que vous metteriez vos enfants, votre bébé, votre conjoint, votre conjointe, sur un radeau quand vous ne savez pas nager, pour aller traverser une mer que vous ne connaissez pas, pour aller dans un autre pays? Est-ce que vous le feriez s'il n'y avait pas une motivation extrêmement importante et un danger extrêmement important qui pèse sur vous? Quand vous êtes prêt à faire ce parcours-là, je crois que la moindre des choses que notre humanité vous doit, c'est un accueil convenable, c'est un accueil empreint d'humanité et de solidarité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des gens qui ont des parcours différents, qui arrivent en France de façon différente et qui font le choix, là aussi, de la France, et qui font le choix de la République. Ça, c'était dans le cas d'un pays en guerre. Oui. C'est pour ça que je dis, attendez, permettez que je finisse. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui font le choix d'un parcours migratoire qui est différent, qui ont des parcours différents, et qui viennent en France pour des raisons économiques ou du regroupement familial ou pour chercher du travail. Et dans ces cas-là, la question de l'intégration, de toute façon, dans les deux situations, elle est pleine et entière. Cette intégration, c'est effectivement la maîtrise de la langue française, et il y a des difficultés qui se posent à l'école, je ne les nie absolument pas. Donc il faut que notre école soit en capacité d'accompagner les enfants
enfants allophones à la maîtrise de la langue française. C'est la création de filières spécifiques avec des classes regroupées. C'est le fait de dégager aussi du temps de travail pour permettre à des accompagnateurs spécialisés. Ça, c'est une de vos propositions. Avec quels moyens? Quand dans des villes, on a plus de 70% de la population. Alors attendez, au bout de mon propos, j'ai enfin une proposition. Chacun après vous donnerez vos propositions phares. Mais là, j'en ai une. Je crois qu'il y a aussi une notion qui est extrêmement importante, c'est celle du respect de la loi, en fait, tout simplement. Il n'y a pas à dire on va créer des règles particulières. Ce que vous évoquez sur la question de la séparation des foi, oui, c'est la laïcité, c'est les valeurs républicaines et le respect de ces valeurs républicaines. C'est l'inclusion dans la société via de l'activité culturelle, via du lien social qui est tissé. Et on a un grand nombre d'associations, permettez, Soazic, vraiment que je finisse, il y a un grand nombre d'associations qui font ce travail-là. Et moi, je vais vous dire juste une chose sur cette question de la mixité culturelle qui existe déjà, en fait, dans notre pays. Quels sont les plats préférés des Français aujourd'hui quand vous leur posez la question? Le couscous. Le premier, c'est le couscous. Le deuxième, c'est les sushis. Le troisième, c'est la pizza. C'est la galette. Il me semble que j'ai eu une alerte avant de venir comme quoi c'était la raclette. C'est la blanquette de veau. Ce que je veux dire par là, c'est que notre pays est riche de sa mixité. Il est riche de cette mixité culturelle qui permet le vivre ensemble. Alors, la question, c'est celle du projet commun. Vous parlez tous de valeurs, de convictions. Je pense que vous ne serez pas d'accord à l'issue de ce débat. Mais moi, je voudrais vraiment entendre des propositions phares, concrètes, ou vos besoins en tant qu'élu de terrain. Mais là, appliquer la loi, parce que je suis d'accord. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais d'appliquer la loi, déjà. Alors, vous voulez tous appliquer la loi. 96% des déboutés du droit d'asile, c'est appliquer la loi. Mais on parlait de l'éducation nationale et de l'institution scolaire, les institutions, l'école. C'était en septembre quand on se voyait, on parlait de l'école, l'école républicaine, l'école laïque, quels moyens, etc. Je lisais juste avant de venir qu'il y a le budget de 75 millions de l'éducation nationale est rendu parce que événements non réalisés, cause Covid, etc. Je crois sur l'année 2020. Voilà. COVID, oui. Et voilà. C'est dommage parce que on pourrait très bien les utiliser dans l'accompagnement, la formation des enseignants, des équipes pédagogiques, etc. à un meilleur accueil de ces enfants pour... Donc une proposition de filière spécialisée ? Pas nécessairement de spécialisé. Il me semble que... Ça existe déjà, pardon, je me permets, oui, des unités réservées aux enfants allophones au moment où de leur arrivée de renfort scolaire, etc. Nous, ça existe, par exemple, dans le 20e, on a une classe dédiée dans une école spécifique, le temps de leur apprentissage du français, et ensuite avec l'évaluation du niveau. Et en fonction du niveau des enfants, ils sont orientés vers les classes dédiées en fonction de leur cartographie scolaire. Et après, à sortir d'un renfort scolaire, c'est peut-être qu'il faut les enrichir. Alors, une proposition phare, Thomas Redico. Je rebondirais sur ce que viennent de dire les deux intervenantes précédentes. C'est sur l'éducation, je ne vais pas faire d'annonce parce que pour l'instant, encore une fois, je ne suis pas habilité au nom du Emmanuel Macron, de la République En Marche, à faire des annonces. Donc Emmanuel Macron est candidat finalement. Certainement, tu le sais bien, certainement. Mais on est impatiente. Par contre, je pense sur l'éducation, on a fait quelque chose qui a été reconnu comme marchand, fonctionnant bien, c'est le dédoublement des classes de grande section, CP, CE1, dans les zones REP+, et REP. Quelle inégalité. Et maternelle, j'ai dit grande section. Inégalité républicaine. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est que nous continuions sur cette voie-là. Écoutez-vous. Nous devons continuer sur cette voie-là, sur ces secteurs en tension, et pas obligatoirement que dans les grandes villes, aussi dans certaines communes rurales ou urbaines. Il faut continuer sur cette voie-là pour avoir des effectifs moindres dans les classes, et là où il y a plus de tension possible, là où vous parliez tout à l'heure des professeurs des écoles qui ont du mal à gérer une classe avec trop d'élèves et avec des élèves qui ont peut-être décroché ou qui viennent de pays étrangers, qui n'ont pas la maîtrise de la langue et à qui il faut apporter une attention toute particulière. Pour cela, je pense qu'il faut des classes moins nombreuses. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'avait décidé M. Blanquer au début de cette mandature. Mais je pense qu'il va falloir aller comme cela sur les autres niveaux de l'école primaire. Mais ça, c'est possible quand on a fait la première des choses, stopper les flux migratoires qui sont incontrôlés. Vous Bien sûr, stopper les flux migratoires incontrôlés. Vous parlez de quoi, Soazic ? On a des demandes de droit d'asile qui durent des années, plus de 12 mois. Il y a des recours qui sont mis derrière. Soazic, donnez-nous des chiffres. Vous parlez d'afflux migratoires non contrôlés. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 demandes de droit d'asile supplémentaires. On parlait de Nicolas par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est une réalité. Ce n'est pas vrai. C'est 75 000 Alors, soit vous êtes aveugle, soit vous vivez... je lis juste les chiffres, en fait. Dans nos quartiers, dans nos villes, on voit bien aujourd'hui qu'on a... De titres de séjour, 100 000 pour des étudiants, 100 000 pour les regroupements familiaux, 96% des déboutés, l'immigration illégale, c'est 600 000 personnes en situation illégale sur le territoire. D'accord ? Donc ça veut dire aussi du travail au noir et du travail clandestin. 350 000, globalement, c'est 350 000
Oui, avec l'AME, ceux qui sont comptabilisés à l'AME. À Aujourd'hui, on est dans des flux migratoires qui sont incontrôlés. 96% des déboutés du droit d'asile, donc il y a une décision de justice, n'est pas appliquée. Donc Soisic, on continue pour, par exemple, la mise à mal de l'aide médicale d'État pour les personnes qui arrivent dans cette situation-là. On continue à créer les délais de carence comme on crée, puis on continue à les laisser dans des situations de santé difficiles où ils mettent en danger leur propre santé. Donc ça devient un problème de santé publique. Donc on devient inhospitalier sur notre propre territoire. C'est une raison suffisante pour vous, réelle ? Il faut créer des centres dédiés, et c'est Valérie Pécresse qui dit dans sa loi. On s'écoute. Il faut créer des centres dédiés pour les demandeurs de droit d'asile, donc ils sont dans des centres dédiés, évidemment. Centre dédié, c'est un centre pendant... Comment ? Des centres fermés ? Non, bien sûr. Centre dédié dans... Alors tout de suite, les grands mots. Je sais pas, vous nous parlez d'immigration incontrôlée. Alors un centre dédié, c'est par exemple des demandeurs d'asile qui sont dans un centre où ils sont dans des situations de confort, dans des situations d'humanité, où ils sont comme dans des hôtels avec évidemment... D'accord, une fois, on applique la loi. Et pendant ce temps-là, on instruit leur demande de droit d'asile. Voilà, sur des délais qui sont beaucoup plus courts. Oui, parce que là, un an dans un centre, ça fait... Ah non, pas un an, bien sûr. Et évidemment, en parallèle, on réduit les demandes de droit d'asile et qui se font dans des situations humainement acceptables. Parce que donc nous, on le voit, nous, dans nos villes, où les gens qui attendent pendant un an la demande de droit d'asile. Soisic, je vous rejoins, tout à fait. Les délais sont beaucoup trop longs. Les réponses sont beaucoup trop longues. Ils ne sont pas appliqués. Exactement, il y a la loi. Donc du coup, vous disiez la dernière fois que vous vouliez réduire les dépenses de l'État. Mais pour donner un délai qui soit raisonnable, qui soit humain et digne, alors il faut renforcer les moyens humains. Oui, mais les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Pour ça, il faut des règles. Vous êtes prêts mais donc Valérie Pécresse, elle n'a pas dit qu'elle supprimait 250 000 postes de fonctionnaires. Mais à côté de ça, vous voulez créer des centres et accompagner, en fait, on ne va pas revenir sur les sujets de fonction support et cœur de métier, parce qu'on les a... Parce que là, ce que vous faites, c'est des effets d'annonce. La proposition... Donc des centres dédiés pour réduire les délais de demande de droit d'asile. Pour réduire, c'est pas les centres qui vont réduire les délais de... Non, mais le centre dédié dans lequel on attend sa demande de droit d'asile. D'accord. Pour donner des conditions décentes d'accueil et réduire la pression migratoire. La pression des flux migratoires. Oui, parce que c'est beaucoup plus contrôlé. La contrôler. Mais comment vous le faites pour les enfermer là-dedans, du coup ? Les enfermer, c'est... Attendez. Je sais pas, vous dites on s'écoute. Là, demande de droit d'asile. Je voudrais une mesure concrète de la part de Loubaumier. La mienne et l'arrache. Oui, voilà. S'il vous plaît, chacun son tour. Enfin, c'est comme un internat. Le candidat Éric Zemmour, il a dit qu'il allait revenir sur tous les mécanismes d'automatisme, qui permettent une forme d'automatisme dans l'octroi de titre de séjour. Il a dit qu'il allait revenir sur l'AME complètement. Supprimer l'AME. Voilà, il faut envoyer un message clair. Supprimer quoi, et l'AME sur l'AME. Et il a dit aussi que tous les auteurs de délits et de crimes qui n'avaient pas la nationalité seraient aussi reconduits. Donc en fait, le message derrière ça, c'est lequel ? C'est l'idée de dire à tout le monde que l'avenir en France, tout le monde peut en avoir un, à condition d'entrer dans le champ de la légalité. Voilà. Et que notre état de droit, il est ouvert à tous, mais il faut faire l'effort de rentrer dans le champ de la légalité. Alors c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué, mais le message qui doit passer, c'est celui-là. Alors évidemment, et je reprendrai une formule d'ailleurs de François Mitterrand que j'ai revue il n'y a pas très longtemps, c'est malheureux. Pas François Mitterrand, c'est malheureux, mais c'est nécessaire. Non mais c'est malheureux, mais c'est nécessaire. Et dire que l'avenir en France, rentrer en France, c'est aussi accepter le contrat social, c'est accepter tous les dispositifs légaux qui sont mis en place, et il n'y a pas d'avenir en dehors des dispositifs légaux. Pourquoi Éric Zemmour a parlé de l'immigration zéro ? Juste la loi. Alors, moi je voudrais qu'on parte sur tous les automatismes. un autre point de débat face au désastre humanitaire quand même que sont les flux migratoires. Comment être humain ? Comment préserver la dignité ? Voilà, on sait, il y a les gens bloqués aux frontières de l'Europe, il y a les migrants qui sont noyés dans la Méditerranée, dans la Manche dernièrement, et les camps de migrants à Paris, la jungle à Calais. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette urgence humanitaire, maintenant qu'ils sont là? Ça pose la question du droit d'asile. La question qui a encore été récemment soulevée, d'ailleurs, que ce soit avec à la frontière Europe-Biélorussie, ou ailleurs, d'ailleurs, récemment, la question qui se pose, c'est celle du droit d'asile. Et nous, là, la réponse d'Éric Zemmour, elle est claire, c'est que le droit d'asile ne pourrait être demandé qu'en dehors des frontières. Oui, mais ça, françaises. Vous êtes dans un horizon de 5 ans en disant, voilà, je dis là maintenant. Non, ça veut dire qu'on ne pourra plus déposer une demande d'asile une fois arrivé en France. Parce qu'une fois arrivé en France, on sait très bien que, parce qu'on sait très bien qu'une fois arrivé en France, les personnes déboutées du droit d'asile ne sont pas reconduites à la frontière. Et pour différentes raisons.
que ce soit parce que l'État ne formule pas ces demandes de laissez-passer consulaires ou parce que lorsqu'elles sont demandées, les demandes de laissez-passer consulaires ne sont pas octroyées par les... Et la France est un très grand... Je termine sur simplement pour pas que la proposition soit caricaturée. La France est un très grand pays avec des relations consulaires, des implantations consulaires dans un très grand nombre de pays au monde. Il sera possible de déposer des demandes de droit d'asile dans n'importe quel consulat français, mais pas sur le territoire français. Alors, Alexandra Benjoudi, on n'a pas beaucoup entendu. Rappelez-nous pourquoi on demande l'asile. C'est bien parce qu'on est dans une situation pas toujours. De danger. On va pouvoir en reparler. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20% qui sont acceptés. Vous le disiez très bien, les personnes sont sur le sol français. Elles y sont. Pour un certain nombre, des conditions d'accueil insatisfaisantes, voire littéralement scandaleuses. Que faisons-nous? Faisons preuve d'humanisme. Je suis de celles qui pensent que l'humanité retirera bien plus d'épanouissement par la solidarité. Donc, comment peut-on? Nous, on a eu plusieurs épisodes, notamment cette année, à Caen et dans les communes alentours, d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont sur notre territoire, qui sont là, dans notre rue, à côté de chez nous, et qui vivent dehors. L'argument qui consiste à dire « vous n'avez rien à faire là, vous êtes en attente, on vous l'a refusé », ou vous êtes sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, alors on va vous retirer l'AME, on va pas vous aider, on va pas vous accompagner, etc. Non. Moi, je ne peux m'y résoudre. Et chaque personne, chaque être humain, la CIMAD a d'ailleurs ce message fort qui est « sur cette terre, il n'y a pas d'étrangers ». Voilà. On ne peut pas se résoudre à laisser des personnes à la rue dans des situations aussi indignes. Non, mais évidemment, sauf qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on a reçu il y a 2 jours le ministre de l'Intérieur sur les questions avec les policiers à Ouistreham. Nous, on est à la frontière britannique avec Ouistreham. On a on appelle les migrants, d'accord, qui sont à Ouistreham. Ils vivent dehors. Il y a régulièrement des tensions entre les forces de l'ordre, les migrants. On est bien évidemment sur des situations hyper tendues, qui sont satisfaisantes pour personne. Que faisons-nous? Je lisais, on a quand même, avec ces questions-là ces dernières années, quel délit dont on parle régulièrement? Le délit de solidarité. On a des personnes aujourd'hui, des associations qui sont dans des délits de solidarité. On marche sur la tête. Donc, très concrètement, accompagnons et soutenons les associations telles que la CIMAD, Médecins sans frontières, Secours catholique, etc., qui travaillent tous les jours sur le terrain pour apporter soutien et dignité à ces personnes-là. Est-ce que ça veut dire que le côté humain, l'aspect humanitaire doit être laissé aux associations ? Non, du tout. Je pense que les pouvoirs publics ont une véritable responsabilité et doivent pleinement participer à cette politique d'accueil et de dignité. Je crois que là où vous avez... Moi, je vous rejoins complètement, mais j'irais même plus loin. C'est-à-dire que considérer qu'on va laisser les gens en dehors des frontières, qui ne sont que des frontières illusoires, je vous le rappelle, à part quand on dresse des murs. Et je ne crois pas qu'on soit dans une société qui ait envie de dresser des murs. En tout cas, ce n'est pas ma vision de ce que doit être notre pays aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, la crise avec la Biélorussie, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on a des êtres humains, des individus qui sont victimes de tensions diplomatiques du fait d'une gestion calamiteuse aussi de nos relations diplomatiques depuis quelque temps, qui sont aujourd'hui victimes de ce chantage-là qui est exercé par des dirigeants européens ou d'autres pays. Donc ça, c'est pas acceptable. La Biélorussie n'est pas en Europe. Ensuite, je crois qu'il faut qu'il y ait une répartition européenne aussi de ces demandeurs d'asile. C'est une des propositions qui a été faite par Anne Hidalgo, c'est de dire il faut qu'il y ait une réflexion européenne avec une répartition européenne qui soit juste et en adéquation avec un certain nombre d'engagements qui sont les nôtres en matière notamment de respect de la dignité humaine. Il ne faut pas qu'on oublie... C'est des déclarations de principe, tout ça, mais quelles limites vous mettez? Il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous acceptez de céder à la Biélorussie, à partir du moment où vous acceptez de répondre à tous les appels des associations qui laissent les migrants en plein milieu de la Méditerranée, il n'y a plus de limite. Donc il faut aussi envoyer un message très clair et que les demandes d'asile, elles ne seront pas accordées une fois qu'ils seront en France, voire en Europe. Mais vous et donc, il faut des consulats, on est vraiment sur la fin du débat. Alors, je vais faire un dernier tour de parole. Louboumier, s'il vous plaît. Je peux parler en rebondissement, se veut dire Lamia. Oui, non, mais je suis complètement d'accord sur la répartition européenne. Et notamment, c'est ce qu'a d'ailleurs développé Gérald Darmanin récemment, c'est obliger le gouvernement anglais à venir à la table de négociation pour qu'ils acceptent une filière d'immigration, comment dirais-je, officielle,
légale et pas ce jeu absolument abject qu'est en train de mener Boris Johnson et son équipe, où il bloque la frontière et on se retrouve avec ces migrants, justement, tu disais tout à l'heure, rapidement, sur les plages du nord de la France, et avec ces situations, ils font tout pour traverser parce que c'est pour eux leur objectif ultime et on ne les empêchera pas de le faire. Et il faut qu'on arrive à avoir une filière de migration officielle avec l'Angleterre. Et si si on veut être crédible, populiste Boris Johnson continue, eh bien on aura de grosses... Alors, on est au terme de ce débat. Moi, je voudrais vous poser une dernière question et vous pourrez tous avoir la parole, mais en quelques secondes. L'immigration est de fait au cœur de la campagne présidentielle. À quoi vous serez particulièrement attentif dans ce débat personnellement, et je commence par vous, Lou Baumier, et ensuite la parole circule, mais en quelques secondes, s'il vous plaît. Moi, je dirais c'est simple, c'est accueillir mieux. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les institutions ne fonctionnent plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on est obligé d'arrêter les pompes et les automatismes qui font qu'on peut immigrer sans limite en France. Mais la contrepartie, c'est oui, on accueillera mieux. Rapidement, Alexandra Beljoudi. L'immigration est un beau mot. Je serais très sensible au discours qui associe l'immigration à la richesse, à l'échange et à la solidarité. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont sur notre territoire français aujourd'hui qui sont en grande souffrance et que ce sera un grand geste de pouvoir procéder à une régularisation. Et globalement, une politique effectivement d'accueil et d'accompagnement de l'immigration. Parce que quand on dit que la France ne peut pas accueillir tout le monde, on l'a bien vu encore aujourd'hui, elle en est bien loin, on a de la marge. Thomas Rudigoz. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas être naïf. Vous venez de citer Alexandra, ça me rappelle la phrase de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc il va falloir trouver des solutions, on ne pourra pas continuellement avoir des flux migratoires et être toujours en France à pouvoir accueillir tout le monde. Néanmoins, je serais très vigilant, puisque c'est votre question, à ce que ce débat ne dérape pas. Et malheureusement, on a vu déjà certains candidats, dont M. Zemmour, dont Mme Le Pen, où ils veulent nous conduire, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est sur la stigmatisation de certaines populations, et je serai particulièrement vigilant en tant que politique là-dessus. Moi, je serais extrêmement vigilante sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire des fantasmes absolument pas étayés, des affirmations qui ne sont absolument pas argumentées sur la base de chiffres précis. L'amalgame qui est fait aujourd'hui entre l'immigration et l'insécurité me pose, moi, un vrai problème, parce que la réalité est bien loin de ce fantasme-là, cette affirmation-là. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à renouer avec une forme de pragmatisme, de qualité d'accueil et d'intégration et d'accompagnement des individus avec beaucoup d'humanité. Soisy Perrault, pour le mot de la fin. Alors évidemment, de l'humanité, comme je l'ai dit, stopper les flux migratoires, pour cela, ça oblige à réviser la Constitution. C'est consultable sur Internet, la proposition de loi constitutionnelle de notre candidat. Vous, personnellement, à quoi vous serez vigilante ? Stopper l'immigration, appliquer la loi, permettre d'appliquer la loi pour mieux intégrer derrière. Parce que, effectivement, si aujourd'hui on continue de fermer les yeux, on va forcément vers des situations de rejet. Une société qui n'intègre pas, c'est une société qui va vers le rejet. Qui se désintègre. Et qui se désintègre. Voilà, tout simplement. Donc, pas forcément d'où la simulation. En tout cas, on peut consulter cette loi constitutionnelle avec des propositions qui sont très claires, qui sont établies, sans lâcheté, sans démagogie, sans yaka faucon. Valérie Pécresse l'a proposé il y a quelques semaines, c'est à lire sur Internet. Mais j'invite, parce que c'est un sujet, effectivement, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de fantasmes, c'est un mot dont vous parlez beaucoup. Mais je crois qu'on peut faire réussir notre pays et on peut mieux intégrer, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe sur le Merci, c'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Rendez-vous le mois prochain.